prendre quelques minutes pour le dialogue. Qui souhaite intervenir? Alors je vais donner la parole à notre cher Figueiredo. Et voilà, c'est à toi. Tout d'abord, je tiens à remercier Émile Mallet pour la façon dont il nous a présenté le sujet, le fait de la cohésion sociétale et les options que nous pouvons avoir dans le sujet qui a été traité par les panélistes ne nous ont pas déçus. Toutefois, il faut faire quelques petites précisions. Le Maroc, disait Émile, comme laboratoire d'exploration dans les volets qui le multilatéralisme, la mondialisation et le développement durable. Petite précision, je sais très bien quelle est la portée du développement durable, mais moi, personnellement, j'y tiens au développement humain durable, qui malheureusement s'est perdu dans le temps, et avec les priorités que nous voyons dans ce monde, surtout en Europe, et maintenant, ce n'est pas que ce n'est pas justifié, quand on parle de sécurité énergétique, et on parle aussi d'environnement justifiable. Mais il ne faut pas laisser de côté ce que est le centre, l'élément central, qui est le développement humain durable. Une précision sur cette initiative. Je suis lié à cette initiative du ministre Lahlimi depuis quelques années. Et surtout avec les contacts qu'il a déployés avec l'Amérique latine. Tu as parlé que l'aspect de religion ne peut pas être mis de côté, ni culturel. Nous parlons en Amérique latine de l'hispano-mudéjar, qu'il faut revivre. Et ça, c'est une contribution très importante pour établir les liens. J'ai entendu le professeur Zartmann et les 5 directrices ou principes que je partage pleinement. J'ajoute simplement l'inquiétude quand on parle de ces principes. Que veut-on dire quand il souligne la valeur du progrès, augmentation du bien-être? Je sais très bien ce qu'il veut dire, mais le bien-être commence par le libre choix que peuvent avoir dans cette tricontinentale ceux qui sont dans le seuil de la pauvreté et ceux qui ne sont pas dans le seuil de la pauvreté. Est-ce que celui qui n'a pas la santé, qui n'a pas l'espérance de vie à la naissance, a un libre choix à participer à une option importante? Il n'y avait pas un autre pays que le Maroc, je suis d'accord avec ça, parce que dans cette crise économique systémique, le Maroc est à la charnière. On vient de parler de la Méditerranée. Et ce qu'on va chercher, ce n'est pas simplement la sécurité générale, que, évidemment, il faut l'avoir une fois qu'on va construire, mais quelles sont les options que donne cet espace? Personnellement, je crois qu'il faut chercher les vecteurs sur lesquels il y a une communauté d'intérêts et qui concernent la sécurité, comme par exemple dans l'énergie, qui traite aussi l'aspect de l'environnement, mais surtout sécuritaire. Si un pays, dans ce Maghreb malheureusement encore virtuel, parce que la région a des atouts, mais là aussi des problèmes. Il faut chercher les voies pour résoudre ces problèmes. Et je suis convaincu que cet espace atlantique peut contribuer à ce problème, à la transition énergétique nécessaire, à l'aspect de l'économie de la connaissance dont on parlera plus tard avec Jean-Louis Reifers. C'est ces sujets-là qu'il faut tester dans ce terrain. Ce n'est pas simplement un projet, c'est une vision. Et je félicite le Haut Commissariat au plan
pour avoir entrepris cette initiative. Je termine par une petite réflexion concernant les défis et je ne sais pas si dire quelles seront les valeurs universelles, évidemment, qu'il faut trouver. Mais ce sont des éléments qu'il faut faire étape par étape. Par exemple, est-ce qu'on attaque la sécurité énergétique et on attaque aussi la sécurité alimentaire? Est-ce qu'on attaque le problème de l'environnement avec l'Amazonie et avec l'Afrique? Est-ce qu'on attaque tous ces problèmes-là? Et est-ce que cet espace, on a vraiment exploité tout ce qu'il y a, ou c'est maintenant l'occasion de le faire? Et je crois que c'est maintenant l'occasion de le faire. Merci. Oui, je voudrais remercier Reynaldo Figueiredo pour ses remarques pertinentes et argumentées. Alors, il y a peut-être certains intervenants voudront faire quelques échos à ces remarques. Pour ma part, juste un mot. On a parlé de développement durable et Reynaldo Figueiredo dit qu'il faut parler de développement humain durable. Moi, je ne suis pas du tout opposé à cette chose-là, d'autant plus que le développement durable, on considère que techniquement, le terme vient du rapport de Mme Brundtland dans la fin des années 80. Personnellement, je ne partage pas tout à fait cette chose-là. Je considère que la notion de développement durable est d'abord née en Amérique latine, je l'ai écrit, je l'ai pensé, c'est la révolte de certains paysans latino-américains qui voulaient préserver un peu de leur précaré d'exploitation agricole face aux multinationales qui ne leur laissaient pas le choix de continuer à exercer ce droit de développement. Voilà, donc je voulais signifier ce petit point quand même, il ne faut pas, et c'est important de le dire pour que tout le monde accepte le vocable de développement durable et ne pas en faire une idéologie qui viendrait de l'Occident. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'Occident, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'Orient, c'est quelque chose qui vient de la souffrance humaine. Voilà, je crois qu'il fallait préciser cette chose-là. Est-ce que sur les autres points, il y a un souhait d'intervenir? Oui, monsieur, je vous donne la parole. Merci de décliner votre identité parce que les débats sont enregistrés. Oui, allez-y. Là, je m'appelle Ibrahim Sow, je suis chercheur à l'Université de Dakar, Sénégal. Alors, je voudrais d'abord remercier les initiateurs de cette initiative et féliciter les intervenants. Et je pose mes deux questions. Alors, comment concilier ce que M. Mallet appelle l'altérité constituante, qui serait fondamentale pour ce qu'il dit, pour une renaissance de l'Europe, disons de l'Occident, et qui serait nourrie de l'apport de tous les continents? Comment concilier donc cela au rejet de l'Europe des autres cultures, à la fermeture, par exemple, de ses frontières, au refus systématique de l'immigration, tout ce qui pourrait constituer cet apport ou contribuer à son renouvellement culturel? C'est là peut-être ma première question. La seconde s'intéresse à la notion des droits de l'homme. On sait que cette notion n'a pas le même sens, ni le même contenu, ni parfois même la même appréciation partout. Alors l'Europe ou l'Occident, sur la base de ses valeurs culturelles, laïques et religieuses d'ailleurs, par son impérialisme culturel, par son pouvoir économique, impose sa propre vision des droits de l'homme, parfois au mépris même, disons, de certaines valeurs qui sont propres aux autres cultures. Il est inutile de donner des exemples. Ma question est comment, dans le cadre d'une initiative tricontinentale atlantique, constituer, promouvoir et partager des valeurs communes à tous pour échapper à ce qu'on a appelé, par exemple, à un certain moment, une guerre de civilisation entre l'Europe et le monde islamique. Voilà ma question. Oui, vous avez posé deux questions. La première m'était destinée, la seconde, je laisserai les intervenants. Moi, je pense que tout ce qui vient de l'Europe n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce qu'on fait l'éloge d'un nouvel atlantisme
qu'on fait l'éloge de la diversité des cultures, du dialogue des civilisations, qu'il faut considérer a priori que ce qui viendrait de l'Europe n'est pas bon. Donc je dois vous dire que l'Europe a aussi sa part dans la civilisation, comme l'Orient, l'Occident, etc. Deuxièmement, l'Europe des Lumières du XVIIe siècle, ce n'est pas qu'une Europe fermée avec des frontières, c'est aussi un dialogue des civilisations qui s'est passé au XIe, au XIIe siècle. Vous savez, l'âge d'or des religions, et même l'âge d'or du dialogue entre Aristote, Thomas d'Aquin, Maïmonide, Ibn Rushd, etc. C'était le dialogue de la religion et de la philosophie. C'était le dialogue qui a permis l'émergence de la démocratie. C'était la question où on voyait des peuples apprendre l'histoire d'autres peuples à travers une langue qui leur était étrangère. Ça, c'était quelque chose de formidable. Vous comprenez, Maïmonide a pu écrire en arabe. Certains ont appris l'histoire de la Grèce à travers Averroès ou Ibn Rushd. Vous comprenez, ces choses-là, elles existent dans le capital de l'Europe. Et donc, cette nouvelle altérité instituante, elle peut venir de l'Europe avec le concours des autres. Ce n'est pas une exclusivité. Il ne s'agit pas d'une idéologie d'exclusivité, de la même manière que je rappelais que le développement durable avait sa filiation de baptême en Amérique latine. Mais elle n'est pas restée en Amérique latine. Elle a diffusé partout dans le monde. Alors maintenant, vous posez la question directement. Est-ce qu'une Europe qui ferme ses frontières aux immigrés, c'est cette Europe du XVIIe siècle? Moi, à titre personnel, je pense que dans la mondialisation, s'il n'y a pas un droit des mobilités, on n'arrivera pas à faire la mondialisation. C'est-à-dire que les mobilités humaines, culturelles, financières, économiques, politiques, etc., doivent être garanties. L'homme a besoin d'explorer d'autres continents. Il est fait pour l'échange. Vous savez, il y a les besoins primaires, vous mangez, vous respirez, vous faites l'amour, et vous avez les besoins secondaires. Déjà, les premiers sont secondaires, vous échangez, vous vous cultivez et vous construisez. Et cette chose-là, si vous voulez, c'est un cycle. Et je pense que les mobilités issues de la mondialisation doivent donner le droit à chacun d'être mobile. Donc je pense qu'il faut arriver à permettre que l'immigration soit régulée et libre en donnant la mobilité nécessaire à l'expression de la mondialisation. Voilà, c'est un peu dans ce contexte-là que les choses devront se faire. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la deuxième question qui a été posée? Je crois. Écoutez, ça veut dire qu'elle a un assentiment. Je crois que monsieur, vous souhaitiez intervenir. Merci de vous présenter. Oui, merci. Mon nom est Mamadou Sow. Je suis du ministère des Affaires étrangères à Dakar, au Sénégal. En fait, la première question que je voulais poser a un peu trait à cette Europe qui se barricade. C'est une réalité. Nous sommes en train de parler, d'imaginer un espace atlantique, l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Mais nous avons le sentiment que l'Europe est en train de se barricader derrière des murs. Il y a les flux migratoires. Quel que soit l'angle sous lequel vous le prenez, vous avez une forme de tendance européenne à se barricader. Les législations nationales, même la législation communautaire. L'Europe a adopté récemment un pacte sur l'asile, la migration et l'asile, pour un peu réguler les flux migratoires en provenance du Sud. Je crois que ce n'est pas un très bon signal quand on parle de migration, de mobilité, de solidarité entre cet espace-là. D'autant plus qu'il y a tellement de valeurs, de liens historiques qui nous lient entre l'Europe et l'Afrique. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque un peu s'adresserait à vous, M. Mallet, parce que dans la présentation du sujet, vous avez évoqué un peu les trois composantes. Les États-Unis, le multilatéralisme,
le monde arabo-islamique et l'Europe. Dans cette présentation, je n'ai pas senti la place de l'Afrique dans ce monde de l'altérité. Quelle serait sa place? Voilà, merci. Oui, je vais donner la parole à Olivier Stirn qui va vous répondre sur l'Europe et son égoïsme, mais vous avez parlé de l'Afrique et vous m'avez interpellé directement. Je n'ai pas voulu, à titre personnel, faire de la publicité pour mon travail, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec la revue Passage et son forum, nous avons instauré le Forum mondial du développement durable en Afrique. Et donc, nous avons, nous, à titre personnel, autour de notre think tank et de notre comité scientifique, un travail très actif en direction de l'Afrique. Et permettez-moi simplement de vous dire que le forum que nous avons fait à Brazzaville a permis 2 résultats fort importants. D'abord, la création du Fonds africain de l'environnement, et la deuxième chose, que les Africains soient présents et actifs dans les conférences internationales. Et dans le prochain forum qui aura lieu à Ouagadougou en octobre 2009, les pays africains décideront eux-mêmes de leur position pour le sommet de Copenhague. Donc, autrement dit, il y a un travail personnel que nous faisons en direction de l'Afrique noire. Maintenant, quant à savoir si la place de l'Afrique est perçue à sa juste place dans la mondialisation, je vous répondrai non. Je suis d'accord avec vous. Mais tout le travail que nous faisons à titre personnel, mais ça c'est une toute petite pierre, c'est de permettre un réajustement de la mondialisation en direction de l'Afrique. Parce que je pense que si le développement durable est une chance pour l'Afrique, l'Afrique est elle-même une chance pour le développement durable. Donc je partage avec vous ce que vous dites quant à la déficience africaine de la construction européenne et de la construction de la mondialisation. Voilà, je voulais vous apporter ces petites précisions et laisser Olivier Stirn vous répondre sur la question européenne. Oui, je voudrais répondre aux 2 questions qui ont été soulevées. Sur la première, je considère que c'est un peu injuste de dire que l'Europe se ferme. Je parle en tout cas pour mon pays. En France, aujourd'hui, il y a plusieurs millions de musulmans qui viennent du Maghreb. Plusieurs millions. Et la religion musulmane est devenue la 2e religion française, et de très loin devant les autres. En second lieu, il y a en France un nombre croissant d'Africains qui viennent d'Afrique noire et qui représentent pratiquement tous les pays. Moi-même, d'ailleurs, j'anime une association qui regroupe des Africains. J'observe qu'il y en a de tous les pays en nombre important, croissant. Et donc, c'est un peu facile et injuste de critiquer l'Europe. En réalité, ce qu'il faut, c'est quand même réguler cette immigration, parce que recevoir des hommes et ensuite les rendre misérables, de ne pas leur trouver travail, logement, etc., ce n'est pas non plus une bonne chose. Et donc, il est normal qu'il y ait un effort de régulation. Mais il n'y a aucune fermeture, bien au contraire. Et la deuxième question, c'est que dans les préoccupations de l'Europe, l'Afrique noire joue un rôle très important. Et ne croyez pas qu'elle soit négligée. Personnellement, j'ai travaillé presque toute ma vie en Afrique. Je me souviens avoir été avec André Malraux au premier festival des Arts Nègres à Dakar. Ça devait être en 1967, si j'ai bonne mémoire. J'ai conduit à l'indépendance 2 pays africains, musulmans d'ailleurs, les Comores et Djibouti. Et je suis de ceux qui ont approuvé le président Sarkozy, qui m'a d'ailleurs chargé de cette mission, qui est d'élargir l'Union pour la Méditerranée à l'Union africaine, en créant des projets communs, comme par exemple, si on fait de l'énergie solaire autour de la Méditerranée, naturellement, il faut en faire aussi en Afrique noire, pour une raison simple d'ailleurs, qui est souvent méconnue. Je ne sais pas si vous savez que dans 50 ans,
il n'y aura plus sur Terre, y compris les ressources présumées, il n'y aura plus sur Terre ni charbon, ni pétrole, ni gaz, dans 50 ans. Pendant le même temps, tous les 10 ans, il y a 1 milliard d'hommes de plus. C'est dire que les problèmes qui vont se poser, si dès aujourd'hui, on ne prend pas un certain nombre de mesures pour compenser ces données qui, elles, sont incontestables, eh bien, nous serons brutalement alors face à des problèmes insolubles. Mais il est clair que je suis convaincu, pour ce qui me concerne, que l'Afrique noire va connaître, que l'Afrique dans son ensemble d'ailleurs, va connaître dans les 20 ans qui viennent un développement exceptionnel. Elle va suivre le même cheminement qu'a suivi depuis 20 ans la Chine. C'est maintenant le tour de l'Afrique. Avant la crise, il y avait déjà une moyenne quand même de 5 à 6% d'amélioration du revenu national africain. On peut très facilement passer, compte tenu des ressources de l'Afrique, compte tenu des jeunes générations africaines qui, à l'heure actuelle, accèdent aux responsabilités politiques et économiques, on peut très facilement passer à 10-12%. Si on passe à 10-12% dans les 20 ans qui viennent, on connaîtra, l'Afrique connaîtra, un développement exceptionnel qui suivra d'ailleurs le cheminement de l'Asie, mais qui le rattrapera. Et par conséquent, ne soyez pas trop pessimistes sur l'avenir de l'Afrique. Je pense qu'au contraire, tout est fait, tout sera fait. En tout cas, je peux vous garantir que l'Europe, pour sa part, y contribuera au maximum. Je vous remercie. Merci, Olivier Stier. Alors, les organisateurs nous font savoir qu'ils nous accordent un quart d'heure de gratification, alors que le débat peut se poursuivre si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a quelques remarques, quelques interventions? Est-ce que vous souhaitez intervenir? Merci, Monsieur le Président. Je suis Mortal Harras, professeur de sociologie à l'Université Mohammed V de Rabat. Je voudrais intervenir à propos de la construction de l'image de l'autre. Chacun reconstruit son identité, mais il y a aussi nous reconstruisons l'image de l'autre et l'autre reconstruit notre image. Il y a des regards croisés entre nos pays et les pays, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avec une intensité moindre. Donc ces images sont plus ou moins favorables, plus ou moins défavorables. Donc nous avons des perceptions des valeurs de l'autre, l'autre a des perceptions sur nos valeurs. Donc ces valeurs génèrent des attitudes et ces attitudes, s'ils atteignent une certaine force, elles peuvent conditionner des comportements, elles peuvent se traduire en comportements. Donc dans quelle mesure peut-on dire que la construction de cet espace tricontinental atlantique se joue également au niveau des perceptions et des regards échangés? C'est ça ma question. Merci. Vous posez une question qui n'est pas facile, à savoir comment on peut passer de l'altérité à un niveau de sujet à une altérité collective. Je vais vous dire, c'est une question très difficile à laquelle même les psychologues ont eu du mal à répondre. Je pense que l'altérité, l'autre, c'est pas simplement parce que c'est une bonne chose qu'il faut traiter l'autre comme soi-même, comme dirait Aristote. Mais comme ça a été rappelé dans ce débat philosophique, il y a en chaque personne une partie autre. C'est-à-dire que chaque personne est clivée. Elle est clivée par le bien et le mal, elle est clivée par l'Orient et l'Occident. On a fait comme si les identités pures existaient. Ce n'est pas vrai, c'est une falsification. Les identités pures n'ont jamais existé nulle part. Il n'y a que des identités impures et il n'y a que des identités de constitution. Il y a des filiations qui viennent et il y a des acquisitions et tout ça crée un creuset
où l'autre a autant sa place dans l'individu qu'il l'a, si je puis dire, dans la collectivité. Alors comment on passe de l'un à l'autre, si je puis dire? À mon avis, c'est tout le travail de fraternité. C'est-à-dire, vous passez de l'un à l'autre, vous passez de la relation unique, si je puis dire, à la relation de fraternité. Et là, moi, à mon niveau, je suis très heureux de votre question. Parce que je pense que la mondialisation, ce qui l'a mise en échec aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas pris en considération la relation de l'autre. C'est que c'est une mondialisation qui s'est faite de la manière la plus égoïste possible. C'est-à-dire, on a considéré qu'il y avait une efficience technologique ou une efficience économique, et à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas bien. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'efficience sociale, parce qu'il n'y avait pas d'efficience humaine, et parce qu'il n'y avait pas cette notion d'altérité. C'est-à-dire qu'on voulait construire un tout avec quelques-uns. Il est évident que les quelques autres n'ont pas adhéré à ce tout. Et aujourd'hui, la mondialisation, elle est devenue un énorme problème. On n'arrive pas à la gérer, à la gouverner, et ne croyez pas que c'est par altruisme qu'on va associer demain les Africains ou les Latino-Américains à la conduite du monde. Si on associe demain les Latino-Américains ou les Africains à la conduite du monde, c'est qu'on s'aperçoit qu'en construisant une mondialisation sans eux, on arrivait à une mondialisation tronquée. Et par conséquent, le fait de les associer, ce n'est pas un bienfait de l'humanité, c'est qu'aujourd'hui, ça devient une nécessité quasiment organique, en quelque sorte. Donc il y a là cette espèce, vous voyez comment on peut passer de la notion de l'autre au niveau du sujet à une notion de l'autre en termes de développement. Et c'est la raison pour laquelle, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par Figueiredo sur le développement durable ou développement humain durable, moi je pense que c'est d'abord la question du développement de l'autre. Parce qu'en Europe, il y a des poches de pauvreté. En Europe, il y a des poches d'exclusion. Vous avez en Europe des poches d'ancien régime. Il ne faut pas considérer que l'Europe est uniformément développée. Elle a également ses poches de souffrance. Et quelquefois, le fait d'avoir ces poches de souffrance ou ces poches de sous-développement, ça l'interroge sur le fait qu'elle n'a pas pris en considération le développement de l'autre et elle en arrive elle-même à gérer difficilement la notion sociale ou la notion culturelle. Et ça, aujourd'hui, le politique a besoin de se réhabiliter. Il a besoin de se réhabiliter à l'échelle de la conduite nationale, mais aussi à l'échelle des institutions. Il y a là quelque chose à repenser, quelque chose à revoir. Et donc, la question de l'altérité instituante, j'ai développé cette idée parce que je crois qu'à l'échelle des nations, il ne faut pas simplement émettre des idées, il faut également émettre des principes d'action. Et la meilleure des idées ne vaut rien si elle ne permet pas, comme dirait Spinoza, d'arriver à une puissance d'agir. Je pense que ce qu'on a parlé de trilatéralisme, d'Atlantique, etc., ça me paraît, le concept est intéressant, mais il faut que ce concept arrive à vivre et il faut lui donner une capacité d'action. Et cette capacité d'action, elle ne peut exister que si on peut associer l'autre à la question. Vous voyez, donc, à mon avis, il y a là un point essentiel, et avec les problèmes de la mondialisation qui se posent aujourd'hui, on est en train de redécouvrir une notion élémentaire, c'est qu'il n'y a pas de l'un sans l'autre, et il n'y a pas l'autre s'il n'y a pas l'un. Si vous voulez, le couple aujourd'hui, il est un couple d'altérité, il est un couple éthique, et il est un couple de gouvernance possible pour le monde. Il y a là quelque chose de... alors qu'on en vienne, face à un problème comme la crise financière, à découvrir l'autre, ça paraît incroyable, mais malheureusement, on s'aperçoit que le monde peut être terriblement égoïste et que c'est en découvrant
la souffrance, en découvrant les problèmes, en découvrant l'acuité de la crise financière, parce qu'on n'a rien, à mon avis, on est en train de regarder ça sans voir les conséquences. Tout à l'heure, on parlait de l'âge des conséquences. Je crois qu'on va vivre les conséquences de la crise financière sur la question sociale. Et c'est là où on va retrouver cette dimension de l'autre. Donc il y a là quelque chose de fondamental et je trouve que c'est une excellente chose de l'avoir posé. Je vous remercie. Oui. Oui, je viens de réintégrer ma place, mais j'étais assis derrière parce que je suis allé faire un tour en haut. Je ne vais pas donner l'impression d'improviser. Et c'est sur l'intervention d'Abdel Assaf, entre autres, que je voulais faire 2 remarques. La première remarque, c'est d'attirer notre attention sur... je vais me servir d'un livre de Canclini, un auteur latino-américain, qui a fait un travail récent sur cette identité latino-américaine et qui met en lumière à quel point l'identité latino-américaine à l'heure actuelle doit tenir compte des latino-américains ailleurs dans le monde, aux États-Unis, au Canada, mais aussi en Europe. Et ça m'apparaît très intéressant, parce qu'on fonctionne beaucoup avec l'idée que l'identité se définit de manière nationale, sinon même domestique, interne, mais elle est de plus en plus tributaire des diasporas. Et je crois que dans la mesure où on a à penser de manière plus sociologique, comme vous le faites, cette idée d'un rapprochement, il faudrait pouvoir compter avec l'expérience de nos compatriotes ailleurs, des compatriotes ailleurs. Ça, c'est une première remarque que je voulais faire. La seconde, qui est très intéressante sur le dossier des Amériques, que je connais mieux, les autres je les connais beaucoup moins bien, c'est que ce rapprochement nord-sud nous a permis de découvrir ce filon des théoriciens du Sud. Et alors maintenant, quand nos étudiants font des travaux sur l'Amérique latine, sur le Mercosur, il est presque illégitime de se servir d'une littérature européenne. Il faut se servir de la littérature qui est produite là-bas. Et je pense que là, il y a une nouvelle façon de voir qui est beaucoup moins top-bottom, qui est beaucoup moins impériale, si on veut, qui mise sur les théoriciens, les philosophes de l'Amérique latine, les économistes, etc. Et je pense qu'il y a là quelque chose de tout à fait nouveau. On sort d'une occidentalisation de la pensée, ce qui oblige, bien sûr, chercheurs, étudiants à posséder les langues, au moins de familiarité avec la lecture. Et je pense qu'en ce sens-là, je rejoins beaucoup vos préoccupations de cette idée que l'on pourrait accroître ces échanges à travers une réalité qui nous nargue, au fond. Cette réalité, il faut la capter. Mais la réalité de ces échanges, de cette ouverture, elle est là. On arrive au moment de la conclusion, et il n'y a pas de conclusion sur un débat aussi important. Je voudrais dire juste 1 ou 2 choses pour ponctuer cette session fort intéressante. On a beaucoup parlé de valeurs et on a insisté sur des valeurs communes. Je pense que la plupart d'entre nous ont compris que ces valeurs communes, il fallait arriver à avoir une espèce d'unité des valeurs. Mais cette unité des valeurs ne doit pas vouloir dire une unicité des valeurs. C'est-à-dire qu'il faut que la mondialisation prenne en considération les valeurs des uns, des autres, des cultures, des peuples, des civilisations, faire en sorte qu'il y ait un moule commun, c'est-à-dire une consensualité de ces valeurs dans leur application, dans leurs principes, de leur manière d'agir, mais il ne faut pas arriver à une unicité des valeurs, c'est-à-dire à considérer que la provenance des valeurs doit déterminer l'efficacité de ces valeurs. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que des valeurs qui viennent du Sud soient appréhendées avec la même prégnance que des valeurs qui viennent du Nord, qu'elles viennent de l'Est ou de l'Ouest. Et donc cet élément, unité des valeurs, oui, mais pas unicité des valeurs. La deuxième chose, c'est que la question de la dynamique sociale a été fortement discutée au cours de cette session. Je pense que la question de la dynamique sociale aujourd'hui dans la mondialisation, et notamment avec la crise financière, et comme dire, les conséquences sociales sont de plus en plus lourdes, je pense que
ça nous montre que la question sociale est ni secondaire ni accessoire. Et que, à chaque fois qu'on a pensé l'économie sans le social, à chaque fois qu'on a dissocié l'économie de son levier politique, on est arrivé à faire du monde un enfer. Il y a là quand même quelque chose qui guette et qui est à réfléchir. Alors qu'est-ce qui peut empêcher, qu'est-ce qui peut rendre que la question sociale ne soit pas ignorée aujourd'hui? Eh bien, je pense que justement, ce qui fait que cette question sociale reste au cœur du débat politique, eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire introduire la diversité culturelle dans le politique. C'est-à-dire qu'il faut permettre que les pays du Sud, comme les pays du Nord, que les pays de l'Est, comme les pays de l'Ouest, faire en sorte qu'il n'y ait pas une ligne de discontinuité entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest. Et c'est justement ce mixage, en quelque sorte, culturel, qui peut permettre à la question sociale d'être toujours présente dans le processus politique. J'insiste beaucoup sur cette question-là, parce que la mondialisation, aujourd'hui, est quelque chose d'incontournable, mais chacun constate qu'elle est pleine d'égoïsme, qu'elle s'est développée avec beaucoup d'inégalités. Et si on veut espérer rendre la mondialisation à la fois plus intelligente, à la fois plus accessible, à la fois plus solidaire, il faut qu'elle soit plus sociale et plus culturelle. Donc vous voyez, la question de l'autre se repose ici à ce niveau. C'est l'autre qui peut féconder la mondialisation pour l'empêcher d'être totalitaire. Il y a là un élément indispensable à réfléchir pour les uns et les autres, et que, ensemble, travailler cette question de la mondialisation et lui donner en son cœur, en son mouvement, en sa dynamique, une diversité sociale et culturelle. Et par ailleurs, je finirai sur ce point qui m'est très cher, le développement durable. Le développement durable est né, c'est mon sentiment, il est né en Amérique latine il y a une trentaine d'années, il a été repris par l'Occident, l'Orient, le Nord et le Sud comme un développement qui permette aux prochaines générations de trouver leur part dans le monde existant et le monde à venir. Mais je pense que la question du développement durable a été annexée par la question écologique et c'est une erreur. Je pense que le réchauffement climatique est une chose extrêmement importante et il faut que les uns et les autres nous réfléchissions et nous nous unissions contre ce réchauffement climatique. Mais je pense que le développement durable a deux autres items fondamentaux et il est structuré autour de trois choses aujourd'hui. Il est structuré pour lutter contre le réchauffement climatique, mais il est aussi structuré autour de la question sociale. Les mobilités aujourd'hui sociales, culturelles, humaines sont impossibles à arrêter dans un contexte de mondialisation. Et c'est pour ça que la question sociale, elle se pose à la mondialisation de manière structurelle. Quand on regarde les pyramides démographiques du Nord ou du Sud, elles sont totalement inversées. Vous avez des continents où il y a beaucoup plus de jeunes et des continents où il y a beaucoup plus de vieux. On ne prépare pas un monde intergénérationnel en séparant ces générations. Et c'est pour ça que la question sociale va s'imposer au développement durable comme un des éléments fondamentaux avec le climat. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de développement durable si on ne pense pas au développement de l'autre. C'est-à-dire que le développement durable est structuré autour de la question du regard de l'autre. Là, on rejoint la pensée d'un philosophe français, Emmanuel Lévinas, qui montre à quel point l'homme se structure sous le regard de l'autre. Et donc, il y a là une dynamique. Donc, cette question du développement durable pour demain et pour aujourd'hui, c'est la prise en considération de trois éléments: la préservation de l'environnement et notamment la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation et l'emblématisation de la question sociale en créant un droit aux mobilités, et la question de l'altérité instituante, c'est-à-dire la possibilité et même l'exigence, l'injonction de faire que tout ce qui se fait
se fait sous le regard de l'autre. Voilà, je voulais terminer cette session, vous remercier parce que je trouve qu'il y a eu au cours de cette session beaucoup d'attention, beaucoup de remarques, beaucoup de gravité, et je vous remercie, je remercie les intervenants pour la qualité de leurs interventions, je remercie les participants pour la manière dont ils ont ensemencé, enrichi le débat.